Bonjour à tous, il suffit de passer le pont, je vois qu'Erwan Orin a très chaud. Oui, Il a déjà chaud, on n'a pas encore commencé. on va pas se plaindre des températures, mais il Non, fait chaud. exactement, nous sommes en direct de l'hôpital Necker, de l'espace plein ciel, comme presque toutes les semaines. On a eu une petite pause estivale, mais on est de retour. On est dans un petit studio aujourd'hui parce que une bonne nouvelle à vous annoncer est que les travaux du nouveau studio ont commencé, donc nous aurons bientôt un studio tout grand, tout beau, tout neuf. Je suis là pour vous annoncer cette nouvelle. Exactement, il est venu pour Pour ça. ça. En tout cas, c'est un plaisir de te recevoir, Erwan. ici. Merci de m'avoir invité, Damien. Avec grand plaisir. Donc Erwan est comédien entre autres, comme Mhm. il a dit tout à l'heure quand je l'ai présenté au personnel de l'Espace Plein Ciel. Donc il va nous raconter un petit peu tout ce qu'il fait. En tout cas, on est quand même dans le domaine du théâtre. Principalement, mais ouais. un petit peu aussi de l'audiovisuel. Je crois savoir que tu as joué aussi en tout cas, je suis sûr, dans un film, Oui. dans un long métrage, ça j'en suis sûr. Tout à fait. Voilà, et puis peut-être d'autres choses, tu vas nous raconter ça. Et puis une particularité que je dis ici, c'est que avant d'être un théâtreux et puis un comédien, tu étais infirmier. Quand j'étais petit, j'étais infirmier. Quand tu étais petit, voilà, tu étais infirmier, donc tu as changé complètement de vocation. Ouais. Et peut-être que tu nous parleras aussi de ça et de comment ce changement s'est opéré, pourquoi, et puis si ça a été facile ou difficile. J'imagine qu'il y a eu quelques épreuves quand même. Ouais. Voilà, donc tu nous raconteras tout ça. En tout cas, l'émission commence toujours par un petit jeu, Oui. un jeu surprise, Lequel? qui est la minute pour parler de soi. Donc tu as 1 minute, montre en main, c'est chronométré, D'accord. pour nous parler de toi, pour nous dire ce que tu veux sur toi. Tu peux laisser libre cours à ta fantaisie, à ton imagination. Est-ce que tu es prêt ? Oui, je suis prêt. 1 minute, c'est court, mais c'est beaucoup. Exactement, ça passe toujours très très vite. Ok. Au départ, quand j'annonce souvent, on dit oh là là, mais c'est long 1 minute, et puis finalement, J'aurai quand jamais je fais assez. ça, et ben, déjà, j'ai l'impression que ça D'accord. fait 10 secondes. Je pose le stylo quand tu fais ça. Exactement, Ok. c'est ça. Si tu es prêt donc, Ouais. à vos marques, prêt, partez. Je m'appelle Erwan Orin, j'ai 45 ans. Je suis cancer, c'est important les signes, voilà. Je suis ascendant Lion, je chose du 41, j'adore les galettes parce que je suis breton, je suis né à Rennes, mais je suis un troubadour voyageur, je profite de mon métier de comédien et d'infirmier. J'ai travaillé notamment en Afrique, à Tahiti, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Suisse, en Belgique, dans plein d'autres endroits, et le métier de comédien m'a amené aussi à travailler ailleurs, ça c'était le métier d'infirmier. J'ai une petite sœur adorable, 2 neveux, j'ai une amoureuse. On vient de me faire une proposition pour aller travailler au théâtre du gymnase. Je joue 6 pièces en ce moment. J'adore les tomates du jardin, celles de ma grand-mère surtout. Je suis fan de foot, je sais, c'est des choses qui arrivent. J'adore le théâtre évidemment. J'ai fait de l'aïkido, du tennis, du surf, du snowboard. J'ai des tomates que j'ai cultivées actuellement sur mon jardin. Je viens de prendre 2 kilos de trop à cause de l'été. C'est pas fini. J'ai rien dit. Et voilà, c'est fini. Voilà, merci beaucoup. Beaucoup d'informations, beaucoup de détails. Certaines majeures. Ouais. Alors vous aurez remarqué, une petite parenthèse, que nous avons des sièges qui grincent. Oui. Voilà. J'ai essayé de pas trop bouger. Ouais. J'ai pas dit que j'étais un enfant hyperactif. Ah voilà, d'accord, enfant hyperactif. Ouais. J'aimerais commencer par... tu as cité des lieux là où tu as vécu, j'ai l'impression, Ouais. dont Tahiti. Alors je crois savoir que c'est un peu là que ça a commencé, que tu viens un peu de... Enfin, tu as vécu là-bas un certain temps, en tout cas, Ouais. et qu'en tant qu'infirmier, si je ne me trompe, c'est Tout là à fait. que tu as commencé. Est-ce que tu peux nous décrire un peu le début de ta vie professionnelle à Tahiti, En tant que comédien? en tant que comédien et en tant qu'infirmier? En tant qu'infirmier, en fait, moi j'ai passé des études assez courtes. Infirmier, c'était 3 ans et demi. J'ai travaillé en Suisse, j'ai été amené à travailler en Afrique. Et puis à un moment, je me suis dit que l'humanitaire c'était chouette, mais que c'était fatigant. J'avais envie de joindre l'utile à l'agréable. Et je suis parti à Tahiti parce que j'adore, moi, en tant que breton de voyage, la mer, mais tout ce qui est lié au surf, à la plongée, enfin, ouais, toutes ces activités-là. Et Tahiti, c'est l'image d'Épinal qu'on en a, me faisait rêver. L'île, le côté paradisiaque. Et donc j'ai vécu là-bas 2 ans. Je travaillais aux urgences, ce qui était très chouette parce que c'était toujours différent. J'adorais cette partie du métier où tu recevais un patient et ça pouvait être quelqu'un qui était tombé, quelqu'un qui s'était coupé, qui s'était brûlé, enfin voilà, et c'était toujours des choses différentes et avec une prise en charge toujours intéressante. Et après je suis parti en psychiatrie. Et donc j'ai travaillé 1 an et demi en psychiatrie à Tahiti. C'est quelque chose d'assez intéressant, une autre pratique, moins dans l'urgence à régler, mais plus dans le relationnel. Et en même temps, donc là j'avais 27 ans, et j'avais envie de faire du théâtre depuis très 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 longtemps, mais j'avais jamais eu l'occasion d'en faire. Jamais, même pas au collège, Même lycée pas. non. Dans mon collège, il n'y en avait pas, donc ceux qui ont la chance d'en avoir dans leur
collège ou dans leur lycée, profitez-en. Moi, j'en avais pas, j'avais un prof qui m'avait dit, il y a du potentiel, ou le vis comica, comme on dit. Donc, j'en ai fait, si tu veux, entre guillemets, parce que mes parents et mes grands-parents, dans les mariages et les communions, tout ça, me faisaient faire du chant ou des petits sketchs. Mais là, pour la première fois, je suis monté sur le plateau. J'avais une metteur en scène, une prof, qui s'appelait Anne Tavernier, qui faisait des petits ateliers d'impro et puis qui donnait des cours. On a fait un spectacle, le dîner de cons, et j'ai adoré. Ça a été une révélation. Comme mon premier but au foot, ben là c'était un peu la même chose, et j'ai fait 2 ans de théâtre là-bas. D'accord. Et en fait, ça a été une telle révélation, je te dirai pourquoi, mais que je suis rentré, j'ai quitté une maison au bord de la mer avec des colocs géniaux et où on mangeait du poisson cru et on vivait en tongs, pour rentrer à Paris, pour faire une école de théâtre. Après 7 ans où j'étais infirmier, je me suis décidé à faire la bascule, même si j'ai continué à travailler comme infirmier pour payer les études de théâtre. Voilà un petit peu en gros comment ça a commencé. Alors que j'imagine que le changement, ça doit pas être facile de passer effectivement d'une vie un peu, en tout cas de l'extérieur, ça a l'air un peu paradisiaque. Ça l'était. Et j'imagine que t'es pas venu à Paris dans un appartement de 100 mètres carrés en plein cœur du 7e arrondissement. Non, j'avais une maison qui faisait 300 mètres carrés avec une piscine, mais on était 6 à Tahiti, au bord de la mer. Et je suis arrivé, c'est une copine qui m'a hébergé, parce que je pouvais pas travailler autant, j'avais des tout petits salaires. Et donc on était 2 puis 3 dans un appartement à Clichy de 22 mètres carrés. Et je travaillais la nuit et je dormais dans un canapé pendant les 6 premiers mois. Ouais. Donc au départ ça a été même pas loin de se poser la question si je faisais bien, parce que il y avait l'hiver, il y avait Paris qui n'est pas une ville facile à appréhender. Moi j'avais vécu toujours en province ou à l'étranger. Remettre des pantalons, des chaussures, enlever ses tongs, et puis le gris, je trouvais que les gens n'étaient pas forcément aimables, et puis travailler beaucoup, si je travaillais la nuit, tu vois, comme infirmier, et puis comme comédien apprenti pendant 3 ans la journée, donc avec moins de moyens, voilà. Pendant un certain temps, au tout début, je mangeais pas plusieurs repas par jour. Donc c'est là où la vocation est testée dans ce genre de moment. Ouais, à certains moments, je me demandais si vraiment c'était... Parce que la vie, elle était quand même cool, comme infirmier voyageur et troubadour. Là, ça demandait pas mal de sacrifices. Je savais que, entre guillemets, travailler la nuit et jouer la journée, ça me faisait manquer de sommeil, et puis que peut-être au niveau de la santé, ça se payait un petit peu. Mais a posteriori, en tout cas, je n'ai pas de regrets. Ça se mérite, et quand ça se mérite, quand tu fais des efforts, c'est encore plus méritoire, et tu chéris d'autant plus le résultat. Et puis ça valait vraiment le coup, parce que je m'étais dit, quand j'ai commencé, on m'a dit il y en a un minimum pour 5 ans, en gros, tu vois, pour d'apprendre, de faire du réseau, de pouvoir être payé, faire des choix. Et je m'étais dit, si au bout de 5 ans, j'en vis pas, ou ça marche pas, je retournerai infirmier ou je ferai autre chose. Mais j'ai pas de regrets, mais je voulais pas avoir de regrets à la fin de ma vie, de me dire, t'es passé à côté de quelque chose, et de me dire, une fois que je serai en long séjour, ou je ne sais pas, ou sur mon lit, de me dire, tiens, j'ai pas tenté cette expérience, donc là j'ai pas de regrets, et j'ai bien fait, je crois. Alors est-ce que dans le théâtre, en tout cas, est-ce que tu as des rencontres dont tu voudrais nous parler, des professeurs, d'autres comédiens, d'autres comédiennes avec qui tu as pu jouer et qui t'auraient marqué? Alors j'ai un premier déjà, il s'appelle Pierre Huard, c'était un comédien que j'ai vu jouer quand j'étais petit, qui donnait des cours de théâtre et qui faisait des représentations régulières, et d'une année sur l'autre on allait voir le spectacle, et il passait de Vol au-dessus d'un nid de coucou à du Molière, et je trouvais génial d'appréhender des rôles et de vivre des vies complètement différentes, donc ça m'a intrigué. J'ai vu Le Cercle des Poètes Disparus, avec Todd qui jouait du théâtre, et puis la transmission, la poésie aussi, quelque chose tu vois, à l'école, c'est pas la matière qu'on préfère, et la façon qu'on peut l'appréhender comme le fait Robin Williams dans le film, j'ai adoré. Ça m'a donné le goût des mots un peu. Et puis après, Anne Tavernier, ma première metteur en scène, qui a une vision du théâtre en disant toujours quelque chose de positif, et c'est ce que j'ai essayé de garder moi quand je fais de la mise en scène ou quand je transmets. Il y a toujours quelque chose de positif à trouver, et qu'est-ce qu'on améliore après. Donc elle m'a marqué. Et puis après, dans ce que j'ai vu comme metteur en scène ou comme spectacle, et dans ce que j'ai vu, je peux dire Damien Luce aussi, pour qui j'ai travaillé, qui arrive à faire ce que j'ai adoré dans notre spectacle qu'on a fait, c'est de pouvoir transmettre une des plus belles œuvres littéraires en alexandrin à des enfants, ça allait jusqu'à 5 ans. Je me rappelle mon neveu qui avait adoré,
Il s'agissait de Cyrano de Bergerac, juste pour préciser. Version clown. Oui, mise en scène un peu burlesque, effectivement. Exactement, où il y avait de l'accordéon, de la harpe et des comédiens, 5 comédiens pour tout jouer. Et donc ça c'est pareil, une étape assez marquante. J'ai eu Frédéric Bartumero, qui est un metteur en scène qui m'a mis à la Commedia dell'Arte. Et je trouve que c'est pareil, comme le clown, la comédia, c'est l'essence même du théâtre, avec quelques codes, tu arrives à transmettre plein d'émotions. Je trouve que le clown, c'est la discipline qui m'a le plus marqué. Je trouve qu'avec en un exercice, en un sourire, tu peux faire pleurer, tu peux faire rire et tu peux faire peur. Et c'est ce qu'on demande au théâtre. C'est une discipline, le clown, que tu as abordé dès le début de tes études à Paris. Ouais. En 2e année, j'ai eu un prof qui s'appelle Fabrice Salé, avec qui je travaille. Fabrice, si tu me regardes. Fabrice, ouais. Et voilà, avec des exercices simples, il t'emmène dans plein d'endroits. Et je trouve que le spectateur et le comédien vivent un voyage à chaque fois en un numéro, en un clin d'œil. Et je l'ai fait pendant même ma formation. De Bock. Ah d'accord. Alors oui, c'était effectivement le studio Alain de Bock où tu as étudié. Ouais. Et est-ce que, puisqu'on parle un peu de clown, est-ce que tu as eu l'occasion de le pratiquer en dehors de ta formation, un peu à part le spectacle Cyrano de Bergerac, mais est-ce que en tout cas, ça t'a attiré, est-ce que ça t'a attiré de faire un spectacle où tu donnerais la parole un peu à ton clown un des premiers spectacles que j'ai fait, que j'ai écrit, ça c'était un one-man show qui s'appelait Erwan Man Show. Et je le jouais et il y avait une sorte de cabaret où il y avait plein de spectacles et j'accueillais les gens avec un clown. Je me suis inspiré de Julien Cotreau dans son spectacle Imagine-toi, que j'avais adoré. C'est magnifique. Il dit un mot sur tout le spectacle et pareil, il te fait voyager. Donc voilà, j'ai fait ça, j'en ai fait comme ça sporadiquement, mais j'ai jamais fait un spectacle. Parce qu'en fait, notre discipline, elle a de ça que tu peux tout faire, de la tragédie, de la comédia, du clown, faire des voix, faire de la caméra. Et en fait, c'est tellement intéressant, tu peux tellement apprendre et pratiquer que en fait, j'ai des envies multiples et c'est pas pour autant que je les approfondis. Mais est-ce que tu pourrais présenter un petit peu, sans aller dans les détails, mais à ceux qui nous regardent, nous écoutent, le clown, ce que c'est que le clown théâtral, mais vraiment juste la base, quoi, juste pour leur donner un peu une idée, parce qu'on a tous un peu une idée, je dirais un peu caricaturale du clown. Il y a beaucoup je trouve, d'idées reçues un peu sur cette discipline-là, comme quoi ce serait cette espèce de personnage qui juste glisse sur des pots de banane et là juste pour faire marrer les gens, alors que c'est plus profond quand même. Donc est-ce que tu pourrais vite fait nous présenter ça ? Je pense que le clown, c'est l'âme qu'on a en soi. Ça peut être un clown sensible, ça peut être un clown drôle. J'ai vu dans tous les clowns que j'ai vus, certains qui sont tristes, certains qui font peur. En fait, c'est qu'est-ce qu'on révèle en soi, notre sensibilité. On pousse un peu le trait dans une forme de corporelle, dans un trait de caractère. Et pour amener souvent à rire, mais à procurer des émotions. Parfois, il y a un nez qui nous permet de nous cacher un petit peu et de proposer d'autres choses et d'avoir une certaine pudeur. Et on n'exprimerait pas ces choses-là si on n'était pas avec le nez. Certains font sans nez, juste avec du blanc ou juste un accessoire. D'ailleurs, Julien Cotreau, il me semble qu'il a... Je crois qu'il a rien. Il a juste un... Non, il a rien. Je te dis vraiment l'essence même, je trouve que ce clown-là, ce qu'on a c'est de me proposer au spectateur un univers, une part de soi qu'on livre avec humour ou sans, mais on provoque une émotion et c'est, je trouve, l'essence même de l'art et du théâtre, une émotion avec très peu de choses. D'accord. Je suis pas spécialiste du clown, mais je pense que tu le serais mieux que moi pour pouvoir le définir. Non, mais moi je trouve ça toujours passionnant justement d'entendre le point de vue d'un artiste qui a pratiqué le clown, sa vision aussi de la chose, parce que j'ai l'impression que c'est une discipline, j'aime bien appeler ça discipline, parce qu'à la fois ça veut dire matière, quoi, mais aussi il y a une certaine quand même discipline dans ce métier, ça se travaille aussi. Mais c'est intéressant, j'ai l'impression que la discipline est perçue un peu d'une manière un peu unique par chacun, en tout cas par tous ceux qui la pratiquent. Et donc j'aime beaucoup poser cette question à tous ceux qui l'ont fait. Ce qu'il y a en tout cas dans le clown, c'est que tu n'as pas besoin d'un texte, enfin tu peux, mais ça peut être automatique, tu peux faire clown. Quand j'ai travaillé en Afrique, j'étais en pédiatrie et j'ai travaillé aussi en Inde en léproserie, donc avec en Inde je parlais pas la même langue, ils parlaient pas anglais, et juste avec 2-3 démarches, une grimace, un jeu, et en fait c'est du clown. Une situation exactement, tu arrives
à créer un échange, une interaction et de l'émotion. Ouais, exactement. Alors, si on parle justement de discipline, j'aimerais bien savoir quelles autres spécialités, on va appeler ça aussi des spécialités du théâtre, tu as pratiqué ou en tout cas étudié. Je crois me souvenir que tu as fait un peu de théâtre musical, il me semble. Ouais. J'ai joué alors déjà pendant ma formation j'ai fait du théâtre musical. J'avais joué à Agen avec Guy Louret et Roger Louret au Baladin Genet où j'ai chanté, c'était du théâtre, on faisait une vraie pièce de théâtre et ensuite il y avait un cabaret où on chantait. Donc dans mes cordes je suis pas un chanteur, je suis un comédien qui chante à peu près juste. D'accord. Donc, je fais ça, la Commedia dell'arte. J'ai joué Roméo et Juliette en comédia, c'est comme ça que j'ai commencé mon premier festival d'Avignon. J'ai fait des classiques pas mal, du Molière, le Cid aussi, avec différentes compagnies. Après j'ai fait beaucoup de comédie. Là je suis dans un rôle en ce moment, 2 rôles un peu plus, on va dire, épais ou pas tragique mais dans le drame, sur la violence faite aux femmes. Là c'est ce que je jouais à Avignon dans Coupable, avec Anne Richard et Gaël Biodano. Je vais jouer dans la journée de la jupe aussi, c'est sur l'enseignement, dans les cités, la transmission, la place de la femme. J'ai fait du doublage en studio. J'ai donné des cours. Je fais de la mise en scène. J'ai pas mal, cet été en tout cas, assisté mon metteur en scène pour faire notamment de la direction d'acteur. Parce que dans la mise en scène, il y a tout ce qui est placement, déplacement, scénographie, et puis tout ce qui est comment est-ce que tu dis un texte, dans quelles émotions pour... Comment tu abordes la direction d'acteur? Je sais que c'est une question très vague et très compliquée, mais... En fait, il y a plein d'aspects, hein. Il y a un travail de table, qu'est-ce qu'on a envie de dire au préalable, la construction des personnages, qu'est-ce qui s'est passé avant, après. Et après, c'est, je trouve, beaucoup en fonction de ce que l'autre amène, de l'écoute qu'il y a sur le plateau. Et après, à l'oreille, c'est incroyable, mais j'ai joué une pièce 300 fois, une comédie, et je me suis rendu compte au fur et à mesure que même après 250 fois, il y a certaines phrases que tu redécouvres ou que tu dis différemment, juste avec un geste, juste avec un temps, une inflexion, un silence, et tu peux faire dire les choses différemment, ou qu'une blague par exemple marche beaucoup mieux. Donc par exemple moi j'étais derrière là, il y avait un mur et je rentrais de façon sporadique, et ben à l'oreille j'écoutais et je me disais ça marche, on entend, et là c'est trop, là c'est pas assez, donc c'est assez vaste, mais... Tu dis, si je comprends bien, que le son importe presque plus que l'image, que rien qu'en entendant les comédiens et comédiennes sur scène, on peut déjà les diriger. Ouais, bah déjà, par exemple, j'avais une des comédiennes avec qui je travaille, une de mes partenaires, à un moment, je lui fais t'avais pas un geste comme ça avant qui permettait de... Parce que je trouve que, par exemple, pour décaler l'information et qu'on n'est pas dans une surcharge, c'est mieux comme ce que j'ai appris en comédien, mais de ne pas faire un mouvement, un déplacement et une parole en même temps. Le spectateur, non pas qu'il soit bête, mais il ne faut pas qu'il y ait trop d'informations. Et que c'est plus important de dire je vais vous le dire plutôt que je vais vous le dire. Et des choses comme ça qui sont des bases, j'arrivais à les entendre notamment par exemple derrière. D'accord. Mais oui, et tu entends si quelqu'un est en surjeu ou s'il fait trop de grimaces, je suis sûr qu'on l'entend au son. Donc je dirais que le son est plus important, mais après... Est-ce que tu dis, ça me rappelle, c'est un exemple que je cite souvent parce que ça m'a frappé quand j'ai appris ça, mais Orson Welles croyait beaucoup à ça, et au point que il lui arrivait souvent, quand il tournait une scène, de tourner le dos aux acteurs et aux actrices. D'accord. Parce qu'il disait, sa phrase c'était: si le son n'est pas bon, aucune image ne pourra rattraper l'affaire. Il faut que le rythme soit bon, il faut que tout est pour lui, quasiment tout était dans le son en fait. Et c'est assez intéressant comme point de vue, je trouve. Je suis assez content de savoir que Orson Welles et moi on est assez d'accord. Tu as eu une grande influence sur lui apparemment. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Hein. C'est ce qu'on m'a transmis. Oui, voilà, c'est un médium sûrement. C'est ça. Bien, alors parlons de texte, parce que c'est un sujet qui m'intéresse aussi quand je parle à des comédiens ou des comédiennes. C'est aborder un texte, et puis surtout, est-ce que c'est facile? Comment toi, en tout cas, tu abordes un texte au théâtre? Et est-ce qu'il y a... J'oppose toujours un peu le texte et le corps, en fait. Est-ce que tu trouves que c'est facile de concilier les deux? C'est-à-dire d'avoir
un corps vivant et puis sensible sur scène, et dire un texte qui parfois est complexe, parfois est, comme tu l'as dit, en alexandrin, parfois dans un français qu'on ne parle plus vraiment. Est-ce que c'est conciliable tout ça, et comment tu abordes ça? Il y a plein de choses là-dedans. Par exemple, pour le texte en lui-même, moi je suis pas du tout d'une culture théâtrale, je viens d'un milieu assez populaire, et au début les textes m'étaient étrangers. Quand je regardais Shakespeare, c'était du chinois. Et quand je l'écoutais, et je trouvais pas ça beau, je me disais mais pourquoi il parle de la peau diaphane au lieu de dire une peau blanche et de la lune, et je ne voyais pas la poésie. Et c'est comme tout, c'est comme le vin, c'est comme la nourriture. Je pense qu'il faut aussi se familiariser, être éduqué, avoir des petits bouts moins compliqués. Ce qu'on avait fait pour Cyrano, c'était de le réduire. Si tu prends un Cyrano dans son intégralité, je pense que ça peut être compliqué à digérer, et une première initiation. Je trouve qu'à la lecture, déjà, tu peux avoir des impressions, tu peux travailler ton texte, qu'est-ce qu'il y a en sous-texte. Moi, j'essaie souvent de dire ça. Ce qui est dit là, est-ce que c'est ce que je dis en bouche, ou c'est il n'y a pas autre chose que je pense. Et après, je suis, notamment pour l'apprentissage, mais aussi pour le sens, je suis assez kinesthésique. On a 3 mémoires, visuelle et auditive. Et kinesthésique, c'est dans le mouvement et dans le toucher, dans la gestuelle. Et moi, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'être sur le plateau. C'est comme ça que mon texte rentre le plus facilement. Donc, il y a ce travail préparatoire avant. Et je trouve qu'il prend vachement du sens quand je suis avec les autres, dans le jeu et dans les déplacements. Alors, pour le travail préparatoire, il y a une nécessité de travail de table, qu'est-ce qui s'est passé avant, enfin tout ce qu'on peut faire en fonction de l'école. Justement, tu parlais tout à l'heure de transmission et finalement de pédagogie. Je sais que tu donnes aussi des comment on appelle ça, tu fais des stages ou des interventions en milieu scolaire. Ouais. Sur des sujets, ça peut être, je sais pas, la fable, il me semble, tu faisais ça. Je joue les fables de La Fontaine, de la 6e, ouais. Voilà. Ça aussi, c'est une autre aventure, quoi. Essayer de faire passer à des élèves de collège le langage de La Fontaine, par exemple. Comment tu t'y prends? Alors, l'interactivité du spectacle, elle est nécessaire pour montrer aussi le côté ludique. Et il y a de la pédagogie, du ludique et de l'interactif. Et l'ensemble fait que tout d'un coup ça devient accessible. Le public des enfants ou des collégiens, c'est un public très exigeant. Si c'est pas intéressant, s'il s'ennuie, au bout d'un moment c'est le foutoir et puis il décroche. Les spectacles sont bien construits pour montrer que, on ne récite pas une fable. Le côté... ce que moi on m'a fait faire, c'est-à-dire de la petite musique voilà. Voilà. Et c'est de voir comment est-ce qu'on peut mettre de la vie, qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'on met des décors, quels sont les personnages, qu'est-ce qu'ils veulent dire, est-ce qu'on met de la gestuelle derrière, et à partir du moment où ça devient ludique, où tu t'intéresses et qu'on t'explique, c'est comme quand tu regardes un tableau, les premiers tableaux que tu regardes, si on t'explique pas les perspectives, qu'est-ce qu'a voulu dire le peintre, tu passes devant l'info. Et là c'est ce qu'on essaye de faire on dit qu'on ne récite pas une fable, on la joue et on l'interprète. Et que le corbeau, il y a une morale, qu'est-ce qu'il dit, et si tu mets un accent, si tu mets un geste, tout ça prend de la vie. Et d'ailleurs, dans le spectacle, on fait venir les élèves à la fin. Et au tout début, ils sont réticents, et à la fin, ils ont tous envie de passer sur le plateau. D'accord, justement, j'allais te demander quelle réaction tu trouvais chez ce public-là à ce genre d'intervention en général. On va dire que les 6e, par exemple, ils ont une envie tout le temps. Ils sont interactifs dès le début, et j'ai l'impression que plus on grandit, moins on a envie d'y aller. Les 4e sont très réticents, il faut trouver les leviers, et en fait il y a toujours moyen. Et les 3e commencent à être dans une forme de réflexion et de se dire participer, ça peut être intéressant et me servir, quoi. Mais les spectacles sont construits suffisamment pour que l'interactivité et la pédagogie permettent la participation et l'intérêt de chacun. D'accord. Alors, puisqu'on est un peu dans le sujet du texte, je pense que tu nous as mis un petit texte que tu voulais lire. Ouais, au départ, j'avais pensé à un extrait du Cercle des Poètes Disparus, justement parce que c'est un de mes films préférés et qui m'a initié au joli mot, qui aussi prône l'autonomie, l'indépendance et la transmission. Et puis ils disent à un moment carpe diem, ce que j'adore comme mot, c'est saisissez les occasions. D'ailleurs, c'est un truc, je le dis là, mais tu sais, on parlait de mes changements de vie, et à chaque fois que j'ai eu des propositions, je les ai quasiment toujours acceptées, même si elles étaient challengeantes, même si elles étaient compliquées, parce qu'on va gagner moins d'argent, ou parce que ça paraît me demander beaucoup de travail. À chaque fois, si je me suis loupé, j'ai appris des choses.
pourquoi est-ce que je me suis loupé, et un échec, une erreur, un non, ça n'arrête pas, ça donne des outils pour la suite, et souvent, la plupart du temps, on réussit, on trouve des ressources ailleurs, en soi, chez les amis, qui ont fait que j'ai fait plein de choses et progressé. Le confinement, entre guillemets, on a tous été bloqués, on n'a pas travaillé, et moi j'ai appris des choses sur moi. Moi je suis insomniaque. Au départ, on pourrait dire que c'est un gros problème parce que je fatigue, et au final, j'ai appris à connaître des gens, à mieux me connaître moi, savoir comment travailler sans sommeil, avoir des gens, et maintenant je m'occupe j'enseigne aux gens comment dormir ou pas dormir. Donc je trouve qu'à chaque épreuve et à chaque challenge qu'on nous propose, il faut les saisir. Donc, et c'est ce qu'il dit dans le Cercle des poètes disparus. Mais pour revenir à mon texte, excuse-moi. Tout ça pour nous dire que tu ne vas pas nous lire un extrait du poète. Je voulais, mais non. Et en fait, oui, c'est un truc que j'aime bien. Je crois que je l'ai pris ici. C'est du Baudelaire. D'accord. Que j'ai pas toujours trouvé très accessible, mais quand j'étais au bac notamment, et puis que j'ai appris à redécouvrir. C'est Enivrez-vous. Tu veux que je te lise ? Ah bah oui, donc je vous lis. Avec grand plaisir. Enivrez-vous. Il faut toujours être ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Mais enivrez-vous. Et si quelquefois sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront « Il est temps de s'enivrer » pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps. Enivrez-vous sans cesse, de vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Baudelaire, le spleen de Joli Paris. texte. Ouais, j'adore. Et conseil très judicieux. Ouais, profitez des occasions, profitez des gens, profitez des moments. C'est de poésie ou de vertu, c'est ça ? Ouais, de poésie, de vin ou de vertu, à votre guise. Alors toi, ça serait quoi du coup ? Je vais dire que ce serait pas forcément. Alors ça va être les trois, parce que je pense que voilà, parce que je suis gourmand, mais surtout le fun, enfin le plaisir de la vie, goûter les choses, être curieux. La curiosité, je pense que et la gentillesse sont les deux grosses qualités. Des fois, elles sont perçues comme des défauts, mais pour moi, c'est deux. Oui. Parce que quand on est curieux, on découvre et on sait ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Et voilà, c'est un des moyens de profiter de la vie. Et je dirais, de sourire. Vraiment, le conseil que je donne, tu sais, je fais de la formation sur la prise de parole, et je dis dans mon préambule, c'est que quand tu souris, tu as fait 50% du travail. Mais je pense que dans la vie, c'est ça. Quand tu souris, tu amènes le sourire, et les choses sont beaucoup plus faciles à appréhender. Et souvent, des choses positives arrivent quand tu souris. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut parler en détail d'un ou deux projets auxquels tu as participé et dont tu aimerais nous parler maintenant, parce que ça t'a marqué, parce que ça t'a apporté particulièrement quelque chose ? Ouais. Je dirais mon one-man show, le premier. Ça s'appelait Air One Man Show, et c'était à ce moment-là, j'étais à l'école. Et je trouvais que c'était dur de travailler la nuit pendant 12 heures en soins palliatifs, et en même temps d'aller travailler à l'école la journée, donc je dormais très peu, et parfois il fallait s'accrocher un petit peu, j'étais fatigué. Et ce spectacle-là, parce que des gens m'ont fait confiance et m'ont dit, et notamment Fabrice Salé m'a encouragé, mais aussi mes amis qui m'ont proposé de faire ce spectacle, où je me sentais pas forcément capable. Un, m'a prouvé que j'étais capable d'écrire. Deux, de me produire tout seul sur scène. Il y avait mes amis et ma famille qui étaient là. Et il y a eu une standing ovation, il y a eu une alchimie qui peut y avoir, où on est au bon endroit, une grâce à ce moment-là, où j'étais totalement imparfait, mais ça crée un personnage. Et ça m'a, je pense, révélé, c'était comme une naissance à ce moment-là. Et je me suis dit, tous ces efforts valent vraiment le coup, je sais pourquoi je fais ça, et le plaisir que je donne au public et le plaisir que je ressens, il est tellement fort et intense
que j'avais l'impression d'être Zidane qui marquait un but à la Coupe du Monde. Mais donc ça, c'était vraiment révélateur et un acte fondateur, je crois. Mais tu peux nous parler un peu de la substance vraiment de ce seul en scène, du texte, de ce que ça racontait? Ouais, au tout départ, c'était un spectacle que je devais écrire à deux avec un ami qui n'a pas pu, Omar, si tu écoutes, qui n'a pas pu parce qu'il a eu des soucis personnels, et on devait écrire sur la différence, le fait d'avoir des origines différentes et des goûts différents, voilà. Et au final, je me suis retrouvé une semaine avant et devoir écrire un spectacle sur complètement toute autre chose. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? On se sert de notre matière à soi. Ça faisait 10 ans que j'étais avec quelqu'un et je m'étais séparé. Et je me suis dit, je vais parler de l'amour, de la fin de l'amour, de fait de se retrouver célibataire alors que ça fait 10 ans que tu es en couple, des codes de séduction. Et oui, c'était l'histoire d'un jeune homme de 30 ans qui se retrouve sur le marché de l'amour et des affres du couple, mais aussi des plaisirs de l'un et de l'autre. Et en fait, tout ça, ça parle d'humain. Et en fait, ce qui m'intéresse dans le théâtre et dans la vie, c'est l'humain. Donc ça parle en partie de ça. Et un autre seul en scène, tu envisagerais ça? Ouais, je prends toujours du plaisir à faire rire. Et souvent, il y a des gens qui me disent là, mais il faut que tu écrives. Voilà. Et je pense qu'écrire, ça prend du temps, il faut de la confiance. Il y a toujours ce truc de la deuxième fois, même si ce spectacle n'a pas une vie incroyable. Mais ouais, j'aimerais bien réécrire. Mais là, pendant le confinement, j'ai fait une formation en coaching, en soins énergétiques, en massage, et donc du bien-être pour l'autre. Et j'aimerais bien écrire autour de ça, sur un peu je crois que c'est la quête de tout le monde, mais comment est-ce qu'on peut être plus heureux et de décrire de façon pas que drôle, mais d'écrire une façon sensible de comment est-ce qu'on peut essayer de réussir sa vie. Et on dirait que pour toi, un seul en scène, c'est nécessairement c'est de l'humour, c'est nécessairement le genre de l'humour. Ouais, pas forcément, mais après, c'est ce qui m'a amené au théâtre, le fait de mais c'est pas forcément le cas. J'aime bien le fait que ça mêle les deux en fait. À l'époque, pour moi, ça parlait de choses qui étaient intimes, mais je l'ai fait sous le mode de l'humour parce que c'est ce que je savais faire. Depuis, j'ai développé d'autres cordes à mon arc, à ma harpe d'ailleurs. Et je pense que ce serait pas forcément pour rire, mais d'accord, t'aimerais les deux quoi. Ouais, j'aimerais bien qu'il y ait les deux. Mais ça, c'est en gestation ou c'est pour bientôt? Je pense que non, c'est une graine. Je commence à noter des petites, c'est comme ça que j'avais écrit le premier, mais à noter des phrases qui me parlent sur un sujet. Ouais. Donc je commence. Il y a 2-3 personnes qui me disent, qui te poussent un tout petit peu dans le dos. D'accord. Alors où est-ce qu'on peut te voir au théâtre en ce moment. J'ai la chance d'avoir une actualité un peu riche et variée. Je joue donc dans la compagnie en porte-voix en scolaire. Je joue les Fables de la Fontaine dans plein de collèges et notamment à l'étranger. Je vais jouer à Djibouti là, au Kenya en janvier, au Maroc en mars et en Égypte. Voilà, donc je joue dans plein de collèges. Je joue Maupassant aussi, et puis la formation sur la prise de parole. En ce moment, je joue De quoi je me mêle au Théâtre Edgar, un spectacle écrit par Joseph Gallet et Pascal Rocher, mis en scène par Catherine Marchal, donc au Théâtre Edgar Quinet, en gros une semaine par mois, avec une super équipe. Je joue dans La Journée de la Jupe en tournée, c'est mis en scène par Frédéric Fage avec Gaël Biodano, c'est sur l'histoire de jeunes, donc je joue en tour de la France. Je joue Chérie on se dit tout avec Maroussia Heinrich, pareil en tournée, je vais jouer à Montlhéry et à Dax, et Coupable que je vais jouer notamment l'année prochaine, donc dans pas mal d'endroits et de différents domaines. Bon, c'est magnifique, je pense que les gens qui écoutent et regardent auront l'occasion de te revoir. Ouais. En tout cas, là je vois le temps passe et c'est comme la minute de tout à l'heure. C'est ça, il va falloir se quitter. Mais en tout cas, merci d'être venu, c'était passionnant d'échanger avec toi. Ouais, c'est un plaisir. Voilà, c'est partagé. Que dire d'autre de mon côté, oui. Coucou à tous ceux qui regardent la télé ou qui regardent cette émission. Voilà. Bonjour à tous. S'il y en a qui sont dans un lit, sachez qu'il n'est pas toujours et que voilà, à un moment on remarche ou on guérit. Faut penser à l'après. Exactement. En tout cas, quand ce sera plus facile peut-être de passer aussi dans les chambres, et puis surtout en ce moment il n'y a pas d'enfants ici à l'Espace Plein Ciel, non seulement à cause de la situation sanitaire mais aussi des travaux, mais ça serait vraiment bien que tu puisses revenir et peut-être rencontrer vraiment les enfants en vrai. Ce serait un vrai plaisir. D'autant que j'ai vu qu'il y avait un baby-foot et une machine à popcorn. Voilà, on va organiser un concept d'émission autour du baby-foot et de la machine à popcorn, ça pourrait être bien. En tout cas, moi je remercie toute l'équipe de l'Espace Plein Ciel qui nous accueille. Alors
Alors il y a Sophie Lefaou, la responsable, et puis tous les services civiques qui viennent assister et animer cet espace plein ciel. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt. Est-ce que j'ai le droit d'avoir une dernière? T'as le droit. Une devise. C'est le pessimiste voit dans l'opportunité la contrainte, et l'optimiste voit dans la contrainte l'opportunité. Et donc chaque épreuve est une façon d'apprendre quelque chose. C'est un beau mot de la fin. Merci Erwan. Et à très bientôt. Merci de m'avoir invité. Ciao.